Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous recevons sur le canapé rouge spécial présidentiel ce jour, Monsieur Mike Steve Djoktan, président du parti Le Gabon Nouveau, candidat à l'élection présidentielle du 26 août 2023. Monsieur Mike Djoktan, vous êtes né un 3 juillet 1972 à Paris et vous êtes originaire de la province du Moyen-Ogooué. Vous entamez votre scolarité à Port-Gentil, puis à Melun où vous obtenez votre baccalauréat en 1991. Vous faites ensuite des études de sciences économiques à l'université Panthéon-Assas jusqu'en 1992. C'est à cette date que vous ressentez l'appel de Dieu et vous rejoignez les États-Unis pour suivre des enseignements bibliques à Dallas au Texas où vous décrochez un certificat de leadership. Vous approfondissez votre formation théologique à Tulsa, en Oklahoma, à l'université chrétienne Oral Roberts en 1996. En 2005, vous êtes nommé conseiller personnel et chargé de mission de feu Omar Bongo Ondimba. En 2009, vous êtes porté aux fonctions de directeur de cabinet adjoint du président de la République. Le 21 octobre 2019, vous êtes élu président de la formation politique Vision pour le développement, baptisé Le Gabon Nouveau. Entre-temps, vous avez été membre fondateur de l'Union nationale, où vous avez occupé plusieurs fonctions, jusqu'à vice-président. Témoin et conscient des difficultés économiques et sociales auxquelles le peuple gabonais est confronté depuis des décennies, votre croyance et vos valeurs vous ont convaincu de vous lever et de vous engager pour faire évoluer et avancer le Gabon. Ainsi, le 16 octobre 2021, vous avez annoncé votre candidature à l'élection présidentielle du 23 août prochain. Monsieur Mike Djoktan, bienvenue sur le canapé rouge. Merci. Je voulais juste apporter une petite précision en ce qui concerne mes origines. Mon père et ma mère sont effectivement originaires du Moyen-Ogooué. Ma mère aussi de l'estuaire. J'ai grandi et j'ai vécu dans l'Ogooué maritime, plus précisément à Port-Gentil. Et aujourd'hui, je vis à Libreville. Très bien. Alors, notre interview abordera successivement les thématiques suivantes: société, environnement, défense, économie et politique. Nous allons commencer l'interview par le pan société. Sur le plan de l'éducation nationale, la question des effectifs pléthoriques, du manque d'enseignants et celle des conditions d'apprentissage mine le secteur, au point qu'elles sont souvent l'objet de revendications des partenaires sociaux. Quelles solutions préconisez-vous pour redorer le blason de l'école publique à tous les niveaux? Effectivement, la problématique de l'éducation est majeure. Elle fait partie de ce que j'appelle mes secteurs prioritaires. Il faut réussir à donner une éducation de même niveau à tous les Gabonais, et cela quel que soit le lieu à partir duquel ils doivent recevoir cette éducation. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors effectivement, il faut qu'on engage une politique qui viserait à construire des établissements scolaires, y compris dans l'arrière-pays. Et pour permettre cela, je vais remettre à l'ordre, au goût du jour, la construction et l'établissement d'internats, de façon à ce qu'à l'intérieur du pays, les enfants ne soient pas obligés de remonter vers la ville, les grandes villes, pour être éduqués, mais qu'en restant pas très loin de leur village, qu'ils puissent recevoir une formation de qualité. Donc la construction de salles de classe, et à côté des salles de classe, des internats
où les enfants seraient d'ailleurs entièrement pris en charge par l'État, parce que c'est la responsabilité de l'État de former ces enfants. Les jeunes diplômés sont de plus en plus confrontés aux difficultés d'insertion professionnelle. Beaucoup de Gabonais envoyés à l'étranger, soit par l'État ou par leur famille, sont contraints d'y rester à la fin de leurs études parce qu'ils ont des difficultés à trouver au Gabon un emploi décent. Si vous êtes élu président de la République, quelles mesures allez-vous initier pour mettre un terme à cette fuite des cerveaux? Bon, déjà, c'est important, effectivement, de constater, de savoir que le taux de chômage au Gabon est extrêmement élevé. Nous sommes le 9e pays dans le monde avec le taux de chômage le plus élevé. 22%, je parle des chiffres officiels, et 38% de ce chômage, c'est le chômage des jeunes. Donc c'est un problème qui doit être pris effectivement à bras le corps. Il doit y avoir une adéquation, une relation entre les besoins de la société en termes de travail et les formations que les Gabonais doivent être encouragés à suivre. Je prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, il y a un très fort déficit dans la filière médicale. Nous sommes très largement en dessous des indicateurs que préconise l'OMS en termes de ratio, médecins-population. Okay, pour 1000 personnes, selon l'OMS, il faut à peu près 2,38 médecins pour 1000. Au Gabon, on est à 0, quelque chose. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que quand les gens vont à l'école, qu'on les encourage fortement, il doit y avoir des mesures pour ça, à aller vers la filière médicale, parce qu'on sait que quand ils auront effectivement fini les études, le marché de l'emploi sera à même de les accueillir et de les absorber, parce qu'il y a un vrai besoin qui est là. Et cela, il faut le faire dans tous les secteurs d'activité de notre pays. Donc faire en sorte à ce que les études faites correspondent aux besoins réels de notre pays. Après, c'est mon intention d'engager le Gabon dans une politique de grands travaux, justement pour permettre, d'abord, si le Gabon est sous-développé, c'est parce qu'il manque les infrastructures. Donc si on engage le Gabon dans une politique de grands travaux, on répond au problème des infrastructures. Les infrastructures, c'est la route, c'est les aéroports, c'est le chemin de fer, c'est les hôpitaux, c'est les écoles. Si on engage le Gabon donc, dans une politique de grands travaux, il y aura un nouveau tissu de petites et moyennes entreprises qui seront là pour accompagner les majors qui feront les grands travaux. Et naturellement, on donnera ainsi du travail aux jeunes Gabonais et aux jeunes Gabonaises. Très bien. Abordons maintenant une question des mœurs. Le Gabon a dépénalisé à coup de renfort médiatique l'homosexualité sans pour autant légaliser le mariage pour tous. Si au soir du 26 août prochain, vous êtes élu président de la République, comment allez-vous concilier le respect des droits de l'homme aux us et coutumes qui ne reconnaissent que l'union entre personnes de sexe opposé? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la façon dont la dépénalisation de l'homosexuel a été adoptée dans notre pays est profondément immorale. Pour des questions qui sont de cette importance, il doit y avoir un débat, il doit y avoir une discussion. En France, pour adopter le mariage pour tous, ça a fait l'objet de plus d'1 an. De discussions, de tractations. Chacun a eu l'occasion de s'exprimer avant que la mesure ne soit adoptée. Au Gabon, ça s'est fait en l'espace d'1 semaine, de façon cavalière, de façon insidieuse, et je vais même dire de façon immorale.
des décisions de ce genre qui affectent le vivre ensemble, qui affectent la culture de notre pays, doivent être discutées. Mike Joktan, président, au 26 août 2023, je ne reviendrai pas sur ce qui a déjà été fait, pour une raison simple, c'est qu'en réalité, les homosexuels n'ont jamais été discriminés au Gabon. Il n'y a jamais personne qui a été victime d'une décision de justice parce qu'il était homosexuel. Par contre, Mike Joktan, président, nous n'irons pas plus loin que cela. Il n'y aura pas de mariage pour tous au Gabon, pour une raison simple. D'abord, ce n'est pas dans nos cultures. Et puis ensuite, le mariage, c'est l'union d'un homme avec une femme. La sexualité, de mon point de vue, fait partie de la vie privée des gens. Et les gens sont libres d'avoir les pratiques sexuelles qu'ils veulent avoir, à condition que ces pratiques sexuelles soient menées dans le cadre de leur chambre, dans le cadre de leur vie privée. Donc pour moi, on n'a pas en réalité à légiférer sur ce sujet, sur cette question. C'est ma position. Abordons maintenant le pan environnement. Le Gabon a consacré une grande partie de la superficie de son territoire à la mise en place de 13 parcs nationaux, 9 parcs marins et 11 réserves aquatiques. Pour le citoyen lambda, les retombées de telles initiatives n'ont aucun impact visible sur son quotidien. Le Gabon est considéré effectivement comme un pays qui fait beaucoup en faveur de l'environnement. Mais cela n'est pas seulement dû aux bonnes décisions qui ont été prises par les gouvernants, mais c'est aussi dû à un don de la nature. Donc on peut voir derrière cela aussi l'intervention de Dieu. On est un pays situé sur l'équateur, avec une forêt très dense, avec une terre extrêmement fertile, des arbres qui poussent et repoussent, souvent de façon tout à fait naturelle. Il y a effectivement une politique de reboisement, mais elle ne peut pas justifier la densité de notre forêt. 2/3 de notre pays aujourd'hui, c'est la forêt. Alors le Gabon absorbe 40 millions d'émissions carbone. Okay. Et en réalité, on pourrait en absorber 140. Donc il y a un excédent de 100 millions. Et cela nous met effectivement en avance par rapport aux autres pays, y compris aux autres pays d'Afrique. Pour cela, nous avons commencé à toucher de l'argent, 150 millions d'euros sur 10 ans. Ça fait 15 millions d'euros par an. Et aujourd'hui, nous négocions avec les grands pays, les grandes institutions, pour pouvoir vendre ce qu'on appelle les crédits carbone. Je suis d'accord avec vous par rapport à la question posée, qu'aujourd'hui, nos populations ne bénéficient pas de tout ce bien-être environnemental, écologique. Nos populations manquent de routes, nos populations manquent d'eau et d'électricité, d'eau potable, d'électricité. Nos populations, surtout dans le Gabon profond, manquent d'infrastructures. Il doit effectivement y avoir une volonté politique de redistribuer de façon équitable toutes les richesses de notre pays. Très bien. L'arrière-pays est le théâtre ces dernières années d'un phénomène, le conflit homme-faune, avec notamment des agressions de pachydermes, parfois avec mort d'homme. Quand vous dites pachyderme, c'est peut-être plus simple de dire éléphant, oui, parce qu'il faut que les Gabonais nous comprennent. Voilà.
Donc avec des agressions d'éléphants, parfois avec mort d'homme, quelle solution pérenne allez-vous apporter aux populations touchées par ce phénomène? C'est important de revenir d'abord à la cause. La cause, c'est la déforestation sauvage. Nous avons confié 2/3 des exploitations forestières à des entreprises asiatiques qui, depuis des années, ne respectent pas les normes environnementales. Le principe, parce que les éléphants n'ont pas apparu il y a quelques semaines ou quelques mois ou quelques années. Ils ont toujours été là, mais ils vivaient dans un écosystème qui était le leur et qui leur était favorable. C'est parce que nous avons coupé les arbres qu'ils sont dépaysés dans cet environnement et que maintenant, ils viennent pénétrer dans les zones qui sont réservées aux êtres humains. Donc il faut réglementer, il faut un code forestier qui réglemente le comportement de ces entreprises dans nos forêts. Mais en plus de cela, il faut, dans une certaine mesure, établir une sorte de priorité nationale. Il n'y a pas assez de Gabonais en charge de ces exploitations forestières. Mike Joktan, président, je ferai en sorte à ce qu'un quota ne soit pas dépassé en ce qui concerne l'octroi de ces permis d'exploitation aux compagnies étrangères. Maintenant, pour résoudre le problème lui-même, aujourd'hui, on a commencé effectivement à établir des sortes de barrières électriques, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que notre pays ne distribue pas correctement son électricité sur l'ensemble du territoire. Mais c'est déjà un chemin dans lequel on est engagé et sur lequel il faut poursuivre, il faut accélérer. Ensuite, il y a effectivement d'autres techniques, ce qu'on appelle des barrières agricoles, ou encore l'usage de... comment ça s'appelle? Excusez-moi, laissez-moi regarder mes notes. Oui, de répulsifs sonores et d'ultrasons, donc qui permettraient effectivement que les animaux ne s'approchent pas ou qu'ils restent à une certaine distance des plantations et des habitations humaines. Très bien. Depuis quelques années, plusieurs entreprises sont mises au banc des accusés pour des cas de pollution de cours d'eau qui, au final, menacent la santé des populations. Comment entendez-vous mettre un terme à cette problématique? Sinon, quelles solutions vous proposez pour endiguer ce phénomène? Mais déjà, il y a une société civile qui est forte ici au Gabon et qui veille sur tous ces cas de pollution. Je pense qu'on est tous familiers, notamment avec l'ONG que dirige Marcona, Brain Forest, qui fait un très très grand travail sur ce plan. D'ailleurs, c'est dans ce contexte-là que Marcona a reçu il y a quelques années le prix Goldman, qui est une sorte de prix Nobel pour l'environnement. Oui, il doit y avoir, lorsque l'on confie des chantiers d'importance à ces multinationales, il doit y avoir un pacte environnemental qui est signé et auquel elles doivent se soumettre. Et lorsqu'il y a détérioration de l'environnement, ça doit faire l'objet de poursuites judiciaires qui elles-mêmes doivent être suivies de réparation. Il est hors de question que les normes qu'on leur impose lorsqu'ils travaillent dans un environnement qui est proche de chez eux, que ces normes ne soient pas appliquées lorsque l'exploitation se fait au Gabon. Très bien. Abordons maintenant le pan défense. La question de la piraterie dans le golfe de Guinée demeure une véritable épine
sous le pied des pays de cette partie de l'océan Atlantique. Le Gabon n'est d'ailleurs pas épargné, avec une dizaine d'attaques recensées depuis quelques années. Quels sont selon vous les moyens à mettre en œuvre pour lutter efficacement contre ce phénomène? Mais déjà, il faut une marine nationale plus efficace. Vous me parlez des actes de piraterie en haute mer. Moi, je veux vous parler du dernier événement avec Esther Miracle. C'est extrêmement grave qu'un bateau ayant chaviré, ayant fait naufrage à quelques centaines de kilomètres nous allons l'évoquer. de Libreville, qu'on n'ait pas été capable d'apporter l'assistance. Ensuite, pour le problème qui se passe en haute mer, il faut une coopération effectivement avec tous les pays qui nous entourent pour permettre effectivement une coopération internationale dans la gestion de ces actes terroristes orchestrés en haute mer. Très bien. Depuis plusieurs années, le Gabon et les Gabonais sont confrontés à l'insécurité alors que les recrutements sont faits quasiment tous les 2 ans à la police et à la gendarmerie. Si vous êtes élu président au soir du 26 août 2023, comment comptez-vous endiguer cette insécurité grandissante? Bon, déjà, je fais partie de ceux qui pensent que le budget de la défense nationale est disproportionné. Il faut le revoir à la baisse. J'ai bien conscience qu'on utilise les enrôlements dans les forces de police, dans les forces armées, pour résoudre dans une certaine mesure la question du chômage, et notamment le chômage des jeunes. Mais ces personnes que l'on recrute doivent être formées. Ces recrutements ne doivent pas reposer sur des critères ethniques et familiaux comme c'est le cas aujourd'hui. On doit recruter des jeunes qui sont capables d'apprendre et de développer en eux les valeurs de la République, notamment le patriotisme. Il n'est pas question de recruter des milliers de gens qui ensuite n'ont aucune valeur ajoutée dans la gestion des situations difficiles que traverse le pays. Donc oui, il y a de l'insécurité dans notre pays. C'est un chantier qui doit être pris en compte prioritairement, mais je pense que ça passe d'abord par la formation de ceux-là qui sont supposés maintenir l'ordre dans le pays. L'autre chose qui est importante et dont on ne parle pas suffisamment, c'est l'équipement. L'équipement de nos forces de l'ordre. C'est des rumeurs qui perdurent depuis de très nombreuses années, mais on nous indique qu'ils travaillent quasiment à main nue, puisque les instruments qu'ils ont en main, souvent, sont sans aucune munition. Vous l'évoquiez tout à l'heure, le naufrage du mini-ferry Esther Miracle, survenu en mars 2023, a démontré à l'opinion l'incapacité de nos forces de défense à assurer avec efficacité une mission de sauvetage. Malgré les 4,5% du budget de l'État qui lui sont quasiment consacrés chaque année, comment comptez-vous faire de l'armée gabonaise une armée républicaine au service de la population? Mais je l'ai dit très brièvement tout à l'heure, il faut reconsidérer le niveau des personnes recrutées. Ensuite, il faut les former. L'intégration à l'armée devrait se faire sur concours. Après les formations, les gens doivent être évalués pour vérifier qu'ils ont effectivement intégré les enseignements qui leur ont été donnés.
Et puis, on doit insister sur les valeurs. On ne devient pas militaire ou policier parce qu'on a besoin d'argent. On doit le devenir parce qu'on a envie de prendre soin de on a envie de servir son pays, on a envie de servir le drapeau. Donc la notion de patriotisme doit revenir au cœur du dispositif de l'armée, en fait de toutes les forces de l'ordre. Abordons maintenant les questions économiques. Estimé à 7 000 milliards de francs CFA en 2022, l'encours de la dette constitue un véritable nœud gordien pour l'État gabonais qui s'endette à outrance sans que sur le terrain, les effets de cet endettement ne soient visibles. Quelle sera votre politique en matière de désendettement? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est qu'en 2021, la dette de notre Gabon a atteint des proportions totalement inacceptables. On était quelque chose de l'ordre de 72 à 76% du produit intérieur brut. C'est extrêmement grave et ça met en péril d'ailleurs l'avenir, le présent, mais aussi l'avenir du pays. Alors, il y a deux dettes. Il y a la dette intérieure et puis il y a la dette extérieure. Aujourd'hui, et c'est comme ça depuis longtemps, l'État se focalise souvent sur le remboursement de la dette extérieure. C'est normal parce qu'elle veut continuer à avoir... Du moins, c'est normal. C'est ainsi, ça se justifie par le fait qu'ils veulent continuer à pouvoir bénéficier d'un bon crédit auprès des institutions internationales qui prêtent de l'argent. Bon. Mais déjà, ce que je dis, c'est qu'il faudrait traiter la dette intérieure exactement comme l'on traite la dette extérieure. Parce que quand on ne paye pas la dette intérieure, on crée des cessations de paiement dans les entreprises, on crée aussi on crée le chômage, et donc on crée la pauvreté, ou disons la baisse du niveau de vie des Gabonais. Donc premièrement, il faut traiter la dette intérieure exactement comme on traite la dette extérieure. Ensuite, il faut, de mon point de vue, briser de façon très radicale la chaîne de corruption. S'endetter pour un pays en développement comme le nôtre, ce n'est pas un problème en soi. Mais il faut une bonne dette. Ça veut dire que quand on a souscrit à un prêt, on doit être en mesure de voir de façon très claire ce que le prêt a permis de financer. Donc on doit voir les réalisations qui sont liées à nos prêts. Aujourd'hui, ce qui se passe au Gabon, c'est qu'on a contracté beaucoup de prêts au fil des ans, mais on ne voit pas la contrepartie en termes d'accomplissement. En fait, les Gabonais ne bénéficient pas des prêts qui ont été faits. Et je pense que cela, c'est en lien avec la corruption. Cette chaîne qu'il faut absolument briser. Il y a trop d'éléphants blancs. Alors effectivement, il va falloir mener une politique de lutte contre la corruption. Alors on va me dire oui, au Gabon, il y a la Commission nationale de lutte contre la corruption, il y a la Cour des comptes, il y a la task force sur la dette. Mais le problème avec toutes ces structures, bon, la Commission de lutte contre l'enrichissement illicite, c'est depuis 2003 qu'elle existe. Le problème avec toutes ces structures, c'est que d'abord, on n'a pas une vraie visibilité des rapports qu'elles font de la situation, mais ensuite, même quand on les a, il n'y a pas de sanctions. Donc il faut dans notre pays mettre en place un dispositif juridique qui sanctionne la délinquance financière des hauts fonctionnaires et ceux quels qu'ils soient. Il faut que les structures qui ont mission de superviser, de regarder, de contrôler, il faut que ces structures soient ensuite contraintes d'ester en justice lorsqu'elles constatent des anomalies.
il faut que ceux qui sont des administrateurs de crédit, donc je parle de ces hauts fonctionnaires, qu'ils soient contraints de rendre compte de la gestion qu'ils font de l'argent public qu'ils ont entre leurs mains. Très bien. Le gouvernement a récemment admis que la cherté de la vie est tributaire des importations à outrance. Une fois élu, comment entendez-vous revaloriser le panier de la ménagère? Effectivement, 4% de ce que l'on consomme au Gabon est produit ici, 96% est produit à l'extérieur. J'ai indiqué que l'agriculture sera un de mes secteurs prioritaires. Aujourd'hui, et c'est comme ça depuis 14 ans, l'agriculture représente un peu moins de 1% du budget de dépenses de l'État par an. C'est à peu près 23-24 milliards de francs CFA. Les experts africains nous disent que pour que le Gabon puisse atteindre son autosuffisance alimentaire, il faut un investissement dans l'agriculture d'à peu près 10%. Donc il faut multiplier par 10 ce qui est consacré à la question agricole. Donc Mike Joktan, président, j'investirai 10% du budget national dans l'agriculture. Ça permettra deux choses. Ça permettra d'abord de donner du travail aux Gabonais. Ça permettra de redonner de la vie et du développement à nos zones rurales, donc à l'arrière-pays. Ça va freiner aussi l'exode rural. Ça va emmener le développement dans nos contrées lointaines, celles qui sont loin de la ville. Et puis, naturellement, parce que la nourriture sera produite localement, elle sera aussi à moindre coût. Alors, je comprends qu'on va m'expliquer qu'à cause de la faible démographie de notre pays, qu'il resterait avantageux de continuer à importer certains produits. Oui, je le conçois. Et de toutes les façons, il n'est pas question pour nous de tout produire localement. Je pense qu'il n'y a aucun pays qui produise tout localement. Mais le développement du secteur agricole sera ma priorité. Avec un niveau d'investissement qui, depuis 2014, a connu une baisse importante, le Gabon peine à mettre en place une véritable politique de développement des infrastructures. Quelles seront les décisions que vous prendrez pour booster l'investissement, notamment en matière infrastructurelle? Bon, mais déjà, il va falloir que l'on augmente la part du budget de l'État qui est consacrée à l'investissement. En 2009, lorsque Ali Bongo a pris le pouvoir, il a promis qu'il ferait 800 milliards d'investissements par an. 800 milliards. Aujourd'hui, je crois en 2022, on était à 297 milliards de francs CFA investis par année. Bon. Mike Joktan, président, je voudrais investir un minimum de 600 milliards par an. Alors, on va me dire, mais vous dites que vous allez investir 240 milliards dans l'agriculture, que vous comptez construire 500 km de routes par an, donc à peu près 250 milliards de francs CFA, parce que dans mon projet, je veux ramener le coût du kilomètre carré à 500 millions, et c'est possible. Peut-être si on me pose la question, je pourrais indiquer comment est-ce que je compte le faire. Mais en réalité, si on investit par an 250 milliards de francs CFA sur la route, l'État en fonds propres n'investit qu'à peu près 10%, donc c'est à peu près 25 milliards. Parce que le reste, ce sont des prêts à des taux préférentiels, le reste,
par des organismes comme l'AFD, comme la BAD, la Banque africaine de développement. Ça peut être aussi des investissements de partenaires privés, qui investissent pour construire des autoroutes, qui ensuite placent des péages pour se rembourser sur les investissements. Donc il y a des montages qui sont possibles et qui sont utilisés dans d'autres pays, que ce soit en RDC, au Sénégal par exemple, pour construire cette route qui relie Dakar à l'aéroport et qui dépasse la ville de Saly. C'est un modèle de ce type qui a été mis en place. Donc oui, pour construire les infrastructures, on va dédier un minimum de 600 milliards de francs CFA pour les infrastructures, parce que le Gabon ne pourra pas se développer sans ces infrastructures. On ne peut pas attendre 1000 ans, comme c'est le cas avec ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. On ne peut pas attendre 1000 ans pour avoir les routes sur l'ensemble du territoire national. Et d'ailleurs, quel type de route? Moi, j'ai fait le Gabon, y compris le Gabon profond. Il y a très peu d'endroits où il y a des routes à deux voies. La plupart de nos routes sont vétustes, sont dangereuses, même quand elles sont bitumées, parce que c'est une seule voie. Il faut qu'on s'accorde pour construire des routes avec un minimum de 2 voies et parfois de 4 voies, pour permettre effectivement le développement, pour permettre par exemple que les grumiers ne soient pas obligés de ne rouler que le jour, parce qu'on roule sur des routes à une seule voie. Donc, pour ramasser ce que je viens de vous dire, 600 milliards d'investissements sur les infrastructures par an. Très bien. Abordons maintenant le pan politique. Pilier du fonctionnement optimal d'une république, la justice gabonaise fait l'objet depuis plusieurs années de récriminations. À la solde du pouvoir, selon le syndicat national des magistrats, corrompu, selon un ministre du gouvernement, Francis Kea pour ne pas le citer, au point que les Gabonaises et les Gabonais n'ont plus confiance en elle. Comment entendez-vous redorer l'image du pouvoir judiciaire et ses lettres de noblesse afin de le réconcilier avec les Gabonais? Il faut une profonde réforme du système judiciaire dans notre pays. Dans le cadre de la transformation de la gouvernance, j'ai toujours proposé que la mainmise de l'exécutif sur les autres pouvoirs, notamment le pouvoir judiciaire, que cette mainmise soit levée. Il faut véritablement consacrer la séparation de tous les pouvoirs. Je discute avec les juristes qui sont autour de moi. J'envisage très fortement de faire en sorte à ce que le président de la République ne soit plus quelle est l'expression? Le président du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, qu'il ne soit plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Parce qu'il faut garantir l'indépendance des magistrats. Je voudrais aussi que les nominations aux postes les plus élevés dans tout le système judiciaire, que ces nominations répondent à un autre mode opératoire que celui qui est utilisé aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, c'est le président de la République qui nomme à ces hautes fonctions. Je voudrais que ce soit plutôt le Conseil supérieur de la magistrature qui le fasse, mais sur la base de critères qui soient objectifs. Donc il y a de grandes réformes à faire de ce point de vue-là. Et naturellement, il faut que tous les délinquants, que ce soit les délinquants financiers ou les délinquants dans le système judiciaire, que tous les délinquants soient sévèrement punis. Donc il faut un dispositif juridique qui sanctionne de façon très ferme les manquements de tous les acteurs du pouvoir judiciaire. Très bien. À la suite de la concertation politique... Mais je veux dire que
si je suis d'accord qu'il y a de la corruption dans le système judiciaire, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que tout le monde est corrompu. Voilà. Et c'est pour ça que le nettoyage consiste effectivement à sanctionner ceux qui sont fautifs. Mais on ne doit pas ostraciser toute la corporation et tous les magistrats. Je pense que beaucoup d'entre eux font bien leur travail dans des conditions qui parfois ne sont pas simples, hein, sont difficiles parce que sous pression. Moi-même, Mike Joktan, j'ai été traduit au tribunal par l'État, okay, qui me poursuivait, et je suis reconnaissant à Dieu et reconnaissant au système judiciaire d'avoir dit le droit en ce qui me concernait. Très bien. Donc je disais, à la suite de la concertation politique initiée par Ali Bongo, les scrutins uninominaux ont été ramenés à un tour. Cela après une courte expérience du scrutin à 2 tours, entraînant ainsi un retour à l'élection d'un candidat aux législatives ou à la présidentielle avec moins de 50% des suffrages. Si vous êtes élu président, entendez-vous exercer un rétropédalage à cette aberration démocratique? C'est clair. Vous savez, la loi, elle ne doit pas être prise pour gérer les circonstances particulières ou pour gérer les intérêts personnels d'un ou de quelques individus. Mike Joktan président, il y aura limitation du nombre de mandats pour le président de la République, mais aussi pour les autres élus. Mike Joktan, président de la République, on reviendra à l'élection à 2 tours, parce que c'est indispensable que le président de la République puisse, le président de la République et les autres élus, okay, puissent bénéficier de la légitimité populaire. Et la légitimité populaire, c'est 50 plus 1. Il est hors de question que quelqu'un qui soit élu avec 25% puisse diriger comme s'il a eu l'assentiment de la majorité. Ça, ce n'est pas la démocratie. Très bien. Donc, depuis la concertation nationale, le Gabon a connu moult modifications de sa loi fondamentale, avec comme conséquence le ralentissement de la construction de notre jeune démocratie. Si vous êtes élu président, entendez-vous poursuivre sur la même lancée que vos prédécesseurs en détricotant, j'y arrive, la loi fondamentale à votre convenance pour vous maintenir au pouvoir? Écoutez, pour moi, les choses sont simples. D'abord, il faudrait que vous ayez à l'esprit le parcours de vie qui est le mien. Je suis évêque. En tant qu'évêque, je construis ma vie sur la Bible. Okay? C'est un texte qui est figé depuis plus de 2000 ans. Okay? On ne modifie pas les textes sacrés. Pour moi, la Constitution, dans un pays, c'est un texte sacré. Donc je refuse qu'on la manipule, qu'on la triture, qu'on la modifie quotidiennement. Mike Joktan, président, à un moment donné, je voudrais engager le Gabon dans une nouvelle république. Et donc cette constitution devra être revisitée effectivement de fond en comble. Et on devra mettre à l'intérieur de cette constitution des verrous. Ça veut dire des principes qui sont totalement inviolables, qui ne pourront plus jamais faire l'objet de modifications, même pas par voie référendaire. Et c'est effectivement ces textes-là qui nous guideront pour l'avenir. Maintenant, je comprends que la modernité faisant et l'histoire s'écrivant, qu'il puisse y avoir des légères retouches, une virgule, un point que l'on voudrait déplacer. Mais la Constitution, c'est un texte sacré qu'on ne doit pas manipuler, surtout pas pour des intérêts personnels. Et c'est comme cela que ça se passe dans les grands pays. Nous arrivons au terme de cette interview. Avant votre mot de fin, je vous invite à piocher la question des internautes.
Je suis une jeune fille mère. J'ai du mal à joindre les deux bouts. L'allocation de l'État est tellement ridicule que j'en suis à me demander si jamais ma situation ne change pas, pourrais-je encore donner la vie? Quel mécanisme proposez-vous pour que des Gabonaises comme moi ne renoncent pas à donner la vie parce qu'elles ont du mal à joindre les deux bouts? Bien, moi, j'ai fait le tour du Gabon en annonçant ce que je compte faire pour permettre que le déficit en population que nous avons au Gabon soit comblé. Vous savez que le Gabon est un pays qui reste sous-peuplé. Et même si on multipliait par 40, 50 la population du Gabon, on aurait toujours suffisamment d'espace pour la plupart des Gabonais et des Gabonaises que nous sommes. Donc je suis en faveur d'une politique nataliste. Ce que j'ai dit, c'est que lorsqu'une femme tombe enceinte, dès que la grossesse est diagnostiquée, elle doit être prise en charge par l'État. Donc les visites prénatales doivent être gratuites. S'il y a un médicament, une ordonnance prescrite pour la femme enceinte, ça doit être totalement pris en charge par l'État. L'accouchement doit être pris en charge par l'État. Et l'enfant qui naît de cette grossesse, jusqu'à l'âge de 5 ans, gratuité des soins médicaux. Parce que vous savez que le taux de mortalité infantile au Gabon est beaucoup trop élevé, hein, c'est 44 pour 1000, ça reste très haut. Donc voilà. Après, effectivement, les allocations familiales sont faibles. Surtout pour un pays comme le nôtre qui voudrait accroître sa population. Donc il va y avoir effectivement une augmentation des allocations familiales par enfant dans les foyers. Très bien. Votre mot de fin à l'endroit de vos futurs électeurs. La situation que traverse notre pays est extrêmement grave. Nous sommes dans une crise multisectorielle, crise qui dure depuis très longtemps, au moins 14 ans. Aujourd'hui, nous sommes à la veille d'une élection générale. Selon les dernières modifications, la prochaine opportunité que nous aurons, c'est dans 5 ans. Nous n'avons pas le droit de laisser passer cette opportunité unique. Nous devons nous organiser pour voter. En votant, nous devons voter le changement. Parce que le bilan de ceux qui nous gouvernent depuis toutes ces années est faible, calamiteux, indéfendable, injusticiable. Il faut voter le changement. Après avoir voté le changement, ce n'est pas suffisant. Il faut s'apprêter à défendre son vote. Le Gabon sera ce que tous, collectivement, nous aurons décidé d'en faire. Pour ma part, je crois que le Gabon nouveau, c'est possible. Avec l'aide de Dieu et avec la vôtre, je suis convaincu que nous y arriverons. Merci. Merci.